Bonjour à toutes et à tous, de retour dans la grande nef du musée de la Grande Guerre de Meaux pour le salon sur la BD historique, le salon annuel, avec à nos côtés Thomas Legrand, bien connu des auditeurs de France Inter et de bien d'autres lecteurs de quotidien. Alors on vous connaît pour votre travail de journaliste sur la radio et dans les journaux. Là, c'est un peu différent, c'est scénariste de bande dessinée. Oui. Pour une histoire fictionnelle d'un certain Jacques Lebois, mais largement inspirée d'une autre histoire qui vous concerne au premier chef. Oui, je dirais pas que c'est fictionnel d'ailleurs, parce que c'est vraiment l'histoire de mon père telle qu'il me l'a raconté. Alors j'ai un petit peu arrangé les choses en travaillant avec une historienne, avec des témoignages d'autres personnes qui étaient dans ce camp, mais c'est vraiment l'histoire des évasions, des tentatives d'évasion de mon père, d'un camp très particulier. C'est vraiment un stalag, vous savez qu'il y a les stalags et les oflags pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1,8 million de soldats se sont retrouvés en Allemagne ou en Pologne, en Autriche, un peu dans tout le Reich, dans des camps. Et il y avait un camp, le camp 1A, qui avait vraiment une particularité. Alors donc dans l'album, ça démarre avec la guerre et puis voilà le personnage, votre père est fait prisonnier et donc il se retrouve dans ce stalag et effectivement un stalag particulier parce que géré par Vichy et dans quel but? Avec Alors, que des il a officiers? été négocié par Vichy. Vous savez qu'il y avait donc pour les officiers des oflags, pour les hommes du rang, les stalags. Celui-là était particulier parce que Vichy avait voulu que et il avait demandé ça aux Allemands, que tous les aspirants, c'est-à-dire les étudiants qui allaient devenir officiers, euh, soient réunis dans un stalag particulier. On a appelé ça l'aspilag, euh, finalement pour former la future élite de l'armée européenne une fois que l'Allemagne aurait gagné. C'était ça le but de Vichy. Vichy voulait qu'il y ait quand même des cadres français dans la future élite de l'armée et la future élite tout court. Et donc c'est un camp, les Allemands ont accepté, mais ils se sont méfiés parce qu'ils se sont dit voilà, c'est des élèves officiers, ils vont vouloir s'échapper. Ils étaient répartis au début de la guerre dans beaucoup de stalag ou d'oflag et certains avaient tenté de s'échapper, donc ils se sont dit on va le mettre le plus loin possible. Donc c'est le camp 1A qui est ce que mon père appelait la Prusse orientale, aujourd'hui c'est en Russie, enfin, c'est la petite enclave Kaliningrad juste après la Pologne, avant les pays baltes, donc très loin, très froid. Et si loin, ils ne pourront pas s'échapper, s'étaient dit les Allemands. Et, et ce camp, au début, était un camp difficile, un camp un peu sévère, et même assez sévère. Et puis Vichy a insisté, non, non, ça doit être un camp universitaire. Donc on y a envoyé des profs de fac, qui étaient aussi répartis dans les stalags, et un général, le général Didelet, pour commander ce camp de l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur des camps, il y avait une hiérarchie des prisonniers. Et là, s'est installé comme une université entre les barbelés, avec des cours de toutes sortes, pour entretenir, pour former cette élite, continuer à former cette élite. C'était des étudiants plutôt brillants qui étaient là. Et il y avait aussi un peu des cours d'endoctrinement, les cercles Pétain. Il fallait adhérer à la doctrine évidemment de l'envahisseur. Et le général Didelet, dont j'ai retrouvé le discours in extenso et que je reproduis dans le livre avec François Varzala, le dessinateur, le général Didelet a prononcé ce discours pas collaborationniste, quasiment nazi. Et donc, voilà. Lui, mon père avait 19 ans. Il était issu de bourgeoisie catholique, disons de centre droit, mais enfin centriste modéré. Et il n'a pas du tout adhéré à ça. Il a essayé de s'échapper. Et c'est ces évasions-là et la préparation de ces évasions. Et puis cette prise de conscience politique. Il a vite été gaulliste. Et voilà. Oui, parce que c'est le. Alors, il y a deux facettes, je dirais, à cet album. La première facette, c'est un petit peu, moi, ça m'a fait penser à La Grande Évasion, avec Steve McQueen, parce qu'il y a des tentatives, on voit la vie quotidienne dans le camp, comment les Russes, ils réfléchissent à trouver le... Ils ont le temps, hein, ils planifient, ils réfléchissent et ils essayent de monter des ruses comme ça, donc il y a ce côté-là. Et puis il y a le côté aussi
confrontation avec la réalité d'une guerre. Voilà, il avait 19 ans et il n'était jamais vraiment sorti ni de son milieu ni de sa région. Et il est précipité comme des centaines de milliers de Français de son âge dans ce tourbillon d'histoire. Mais alors, moi je trouve que l'autre facette, pour moi le vrai fil rouge finalement de l'album, c'est on voit toute la réflexion de cette génération de jeunes hommes qui sont embrigadés dans le camp et il faut du courage pour refuser ou trouver le moyen de ne pas être embrigadés dans tout ça. Et on voit certains qui sont déjà peut-être comment dire pro-Vichy qui foncent dedans, et puis d'autres qui se posent des questions, et puis d'autres encore qui se disent mais non, moi jamais. Et puis il y a ceux qui on croit pro-Vichy, mais qui le sont voilà, en façade pour pouvoir cacher, d'autres au contraire, qui disent qu'ils ne le sont pas pour pouvoir essayer de détecter ceux qui ne le sont vraiment pas. Donc il y a beaucoup de faux semblants et puis c'est vrai, oui, il y a des prises de conscience, des tâtonnements. Il faut le temps pour se rendre compte de ce qui se passe. Nous ici, évidemment, on juge après et on a toutes les pièces en main. Pas toutes, mais on a beaucoup plus qu'eux en tout cas. Et donc j'ai voulu me remettre dans l'état d'esprit tel qu'il me l'avait expliqué. Parce que j'ai eu des grandes conversations avec lui à la fin de sa vie. Moi je suis le dernier de 8 enfants, il m'a eu tard et c'est pour ça j'étais adolescent quand il était jeune retraité. Donc on était en contact, mes frères et sœurs n'étaient plus là. Et moi, je voulais déjà être journaliste, donc j'avais cet esprit un peu curieux. Je voulais tirer les vers du nez de mon père qui ne voulait pas en parler. Il parlait très peu de la guerre pendant toute sa vie, quoi. Les 30 Glorieuses, c'était l'après-guerre où cette génération voulait passer à autre chose et reconstruire un autre monde. Donc ils n'étaient pas là-dedans. Et donc, comme on voit dans l'album, vous avez eu de longues conversations avec lui sur le sujet. Voilà, j'ai eu des longues conversations avec lui et à un moment, il s'est délié, il m'a tout raconté. Et donc, tout ce qui est dans l'album, c'est ce qu'il vous a raconté. Oui. D'accord. Tout ce qui est dans l'album, c'est ce qu'il m'a raconté. Un peu peut-être mis en scène parfois, mais oui, c'est ça. J'ai recréé des dialogues, parce qu'il est mort en 2000 et j'ai pas pu faire valider les dialogues, mais j'ai recréé les dialogues tels que je le connaissais, avec son état d'esprit aussi. C'est-à-dire que c'est un courage de scrupule. C'est pas le va-t-en-guerre. C'est pas. Il est avec un petit groupe de copains. On voit que son meilleur copain, lui, il est plus allant, plus téméraire. Mon père, lui, était plus. Il s'interrogeait, prudent, et en même temps, il y a des moments où non, ça c'est pas possible. Et du coup, voilà, c'est cette espèce de courage du scrupule qui m'intéressait. Et puis autre chose, il y a une histoire de classe aussi. À un moment, on voit il y a une confrontation avec lui. Il faisait partie d'une certaine bourgeoisie. Et en fait, on ne se rend pas compte. On parle toujours des résistants, des collabos. Et puis, mais en fait, les classes existaient et structuraient non seulement toujours autant la société, peut-être plus, et même les prisonniers. Il y avait dans ce stalag, c'était plutôt beaucoup de bourgeois, beaucoup d'intellectuels, ceux qui faisaient des études. Aujourd'hui, les études sont beaucoup plus démocratisées. À l'époque, tout le monde ne faisait pas des études, et donc il y avait aussi cet esprit, l'esprit de l'élite de l'époque, qui avait, comme le montre Marc Bloch, qui avait failli, et lui, il ressentait ça. Il ressentait ça, parce qu'au début de la guerre, il était très démocrate, anglophile, et il pensait que la guerre, c'était une guerre de la démocratie contre une... Et il n'a pas supporté l'effondrement de la République, même si cette République avait failli aussi. Et il n'avait pas bonne presse à la fin de la guerre, même parmi les démocrates et les républicains. Mais voilà, il était plongé dans cet événement politique aussi, puisque la guerre, c'est aussi un événement politique. Et c'est ça que j'ai voulu retracer, qui m'a forgé aussi, qui m'a marqué pour la suite, mes frères et sœurs et moi. Alors à la fin de l'album, il y a des archives
Il y a quelques Ouais. pages d'archives. Est-ce que c'est toutes les archives que vous avez sur le sujet ou il y en a d'autres Non, il y en a d'autres et d'ailleurs avec mon éditeur, on songe parce qu'il va être, il marche pas mal et donc il y a des nouvelles éditions qui sont faites et augmenter on un va peu augmenter un peu parce que depuis j'en ai trouvé. Mais les archives, toutes les archives personnelles, ça, j'ai fait une sélection, quelques photos, quelques documents qu'il avait, qui traînaient dans un tiroir, voilà, qui intéressait plus grand monde, entre l'enveloppe des archives, des papiers administratifs de la Sécu et voilà, ils étaient là et moi j'ai déterré mais donc, ça. il les avait quand même gardés. Oui, ils les avaient gardés. Mais alors ils faisaient partie d'aucune association d'anciens combattants ou association d'anciens de ces camps-là. Ils ne voulaient plus en parler parce que il y avait trop vu ces faux semblants que je décris dans le. Il y a eu beaucoup de faux cuteries quand même. Et puis les gens ont évolué de façon, évidemment, après 43, après Stalingrad, tout le monde avait vu que c'était complètement vain et même dangereux de continuer à former la future élite de quelque chose qui allait perdre. Et donc beaucoup de gens se sont retournés. Il ne l'a pas très bien vécu, il n'a pas voulu refréquenter beaucoup de gens ce moment-là. Ouais. Et en termes de documentation, est-ce qu'il y a on trouve beaucoup de photos, de choses Très comme ça peu. sur les stalags? Sur ce Alors, stalag-là ce en stalag, particulier? très peu, très peu. J'ai voulu, même j'ai pensé à un moment y aller pour aller voir sur place, mais j'ai regardé la documentation, il n'y a plus rien. D'accord, oui. Il y a un c'est supermarché, il y a une petite stèle et c'est tout. Donc il n'y a plus grand-chose, il y a quelques photos, il y a un petit film d'actualité très court, et puis une historienne, une jeune historienne, Floriane Chiffolo, s'est intéressée à ce camp et avait récupéré beaucoup de témoignages d'enfants, de gens de fils et filles d'hommes qui étaient dans ce stalag. Donc, et puis des documents politiques qui montrent cette négociation entre Pétain, entre Vichy et les Allemands. Ces doutes des Allemands au début, et puis et sur le général Didelé, ce général qui s'est suicidé évidemment à la fin de la guerre. Il n'a pas voulu rentrer en France parce qu'il il se serait, à mon avis, fait fusiller parce qu'il c'était vraiment un pro-nazi. Voilà, j'avais une question qui est sortie. Oui, vous n'avez pas voulu. Oui, non, voilà. Il y a une trahison à la fin. Alors on va pas en dire plus, mais il y a une trahison dans l'album. C'est une trahison qui a vraiment, dans la réalité, ça s'est passé comme ça. J'ai changé les noms, mais c'est D'accord, d'accord. Ça c'est vrai. Ok. Et même avec la scène du début, le mot, le nom. C'est comme ça. C'est comme ça que. Oui. Là, en fait, je ne raconte pas la trahison, mais le nom a été changé. Mais en gros, mon père a toujours parlé de ce nom, de cet homme qui l'avait trahi. À moi, il m'en a parlé. Je suis le seul à qui ses enfants il a parlé. Il m'a raconté cette histoire. Il m'a raconté et toute sa vie. Après, il a suivi cet homme. Enfin, il l'a suivi. Il s'est toujours renseigné pour savoir ce qu'il faisait. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il ne voulait pas l'aborder ni rien, mais il a toujours voulu savoir qui c'était, ce qu'il faisait après la guerre. Bon, peu importe. Et moi, un jour, c'est comme ça que l'album commence. Mon fils allait au judo et tous les mercredis, je ramenais le fils de quelqu'un qui ne pouvait pas venir le chercher. Il venait goûter à la maison et puis son père venait le chercher à la maison. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais en fait, on a bu un coup à la maison et comment tu t'appelles là, le père du copain de mon fils, il était sympa. Et il me dit son nom. Et son nom, c'est le nom du. Et là, j'ai un. Voilà. Donc je raconte un peu. La scène n'est pas tout à fait la même, mais enfin c'est le même principe. C'est le principe, Et là, ma femme m'a dit, mais pourquoi tu as fait cette tête-là Et je lui ai raconté. Quoi. Après, j'ai raconté. Et en fait, c'est pas le même nom. C'est pas la même orthographe. Ouais, mais ça m'a fait un choc. Et quand j'ai raconté cette histoire du coup à ma femme et au type d'ailleurs, je me suis dit tiens, il faut que je la raconte. Et puis de toute façon, j'avais dans l'idée de le raconter pour mes enfants. Et puis parce que vous le découvrirez si vous vous y intéressez.
il y a, au-delà du récit simplement Steve McQueen des évasions, il y a une histoire vraiment, il y a un contexte social et une réflexion politique aussi qui m'intéresse parce que c'est aussi mon métier et ma passion. Tout à fait. Bah, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passait dans ces stalags et celui-là très précisément, bah, je vous engage à lire l'album. Bah, merci beaucoup Thomas Legrand. Je vous remercie. Et puis bah, je vous donne rendez-vous à 14h30 pour le prochain Facebook Live du Salon de la BD historique de Meaux.